Hello, je vous retrouve pour un nouveau book haul. Je sais, en ce moment je fais beaucoup d'achats, du coup il y a beaucoup de book haul sur la chaîne. Mais écoutez, là je suis retournée à Tours hier et je suis du coup repassée forcément par Easy Cash. Et si vous avez vu mon dernier book haul, vous savez que Easy Cash c'est pour moi le bonheur ultime. Donc forcément je devais aller voir s'il y avait des nouveautés dans le bac. Forcément j'ai craqué et là j'avoue que c'est un gros craquage parce que j'ai jamais eu autant de romans encore à vous montrer. Là j'en ai 24. On va pas trop tarder parce que ça va être assez long. On va commencer tout de suite par un premier roman, Personne n'y échappera, de Romain Sardou, un auteur que je n'ai jamais lu, que je ne connais absolument pas. Je sais pas ce que vous en pensez de la couve, mais je trouve qu'elle est vraiment genre vieille, et puis le fait qu'il y ait écrit roman là je trouve ça trop moche, mais bon. Et il y avait toujours l'offre donc du bac à donc 5 € les 10, donc c'est pour ça que j'en ai pris 20 et j'en ai pris 4 hors promo. Et donc ce roman là, c'est un auteur français. Ce livre là il est sorti en 2008, il fait 340 pages donc assez court. Je pense que c'est écrit assez gros donc je pense qu'il se lit assez vite. Donc c'est un thriller, il est noté 15,2 sur 20 sur Livre Addict, donc plutôt une bonne note. Par curiosité je suis allée voir ce qu'écrivait cet auteur là parce que j'en avais jamais entendu parler. Et en fait c'est un auteur qui écrit un petit peu de tout. De ce que j'ai vu, il a écrit des policiers, des thrillers, des romans historiques, pas mal, même des contes de Noël, des nouvelles, enfin vraiment beaucoup de choses. Alors dans ce roman là on est au New Hampshire en 2007 et on découvre 24 cadavres qui sont donc découverts dans le sable enneigé d'un chantier d'autoroute. Ils sont tués d'une balle en plein cœur avec aucune trace de lutte. On se demande est-ce que ce serait un sacrifice de secte, un suicide assisté, un gigantesque règlement de compte. Et ce qui est particulièrement étonnant dans cette affaire-là, c'est que personne ne les réclame. Il n'y a pas une seule personne qui réclame son proche. Et le soir même, donc Frank Franklin, qui a 29 ans, qui est tout jeune professeur de littérature, va arriver pour son nouveau poste dans une nouvelle... en gros, il va intégrer une nouvelle université qui est prestigieuse et qui se situe à côté du fameux chantier où on a retrouvé les corps. La dernière phrase c'est: bientôt Franklin va comprendre qu'il a été entraîné dans un terrifiant jeu de dupes. Voilà, un nouveau qui va intégrer la bibliothèque qui est d'ailleurs déjà pleine à craquer. Va falloir que je fasse de la place ou que je rachète une nouvelle bibliothèque parce que là... Ensuite, un nouveau roman que voici. Je trouve la couve assez spéciale, je sais pas ce que vous en pensez. De Françoise Malé-Joris, Portrait d'un enfant non identifié. Il se déroule au début du XXe siècle. Et on est avec un conte, il est sorti en 2005. On est avec un conte qui s'appelle Dante Castellongo, qui est marié depuis plusieurs années à une très jeune fille qui s'appelle Fanny et qui ne veut pas faire d'enfant avec lui parce qu'elle a peur d'une hérédité meurtrière. Parce qu'en fait, Dante entend parler depuis des années d'un fameux grand-père qui aurait violé une fillette. Un oncle qui aurait tué son épouse dans un accès de folie. Et maintenant voilà qu'un bâtard de sa famille commet à son tour un meurtre. Pourtant, il va accepter de partir à la recherche d'un petit garçon qui a été enlevé à son père. Une quête éperdue qui lui ouvrira enfin les yeux. Il lui faut parier sur la vie à n'importe quel prix. C'est un court roman parce qu'il fait 300 pages. J'ai rarement l'habitude de lire des romans aussi courts. Il est en très très bon état. Il m'a l'air plutôt cool. Il est pas sur Livre Addict donc j'ai pas pu voir de notes. J'étais curieuse de le découvrir et je crois que celui-là c'en est un que j'ai choisi. En fait j'en avais à un moment 17 sur 20. Et si je voulais avoir l'offre du coup il m'en fallait 3 nouveaux. Et je crois que j'ai pris celui-là dans le lot des 3 nouveaux. Voilà, troisième roman. Les jours de ton absence. Celui-là par contre je trouve la couve hyper belle, de Rosie Walsh. Alors celui-là c'est un format poche comme vous pouvez le voir, qui faisait partie également de l'offre des 1 €, qui est un peu plus long malgré son petit format parce qu'il fait 460 pages. Il est sorti assez récemment parce qu'il date de 2019 et il est sur Livre Addict celui-là et il a été noté 15,8 donc c'est plutôt une note correcte. C'est un contemporain. Vous allez voir dans ce book haul, je n'ai pas que des thrillers et que des policiers. Pour une fois, j'ai pas mal de contemporains. Celui-là, je vous avoue que j'ai un peu peur du côté cucu, un peu plan-plan, parce que je déteste les trucs un peu à l'eau de rose, voilà. Cette autrice-là, je la connais pas du tout, je l'ai jamais lue. Je sais juste que c'est une autrice anglaise. Donc bref, je vous lis le petit résumé. Ici, on est avec Sarah. Et Sarah, elle est complètement amoureuse de Eddie, qu'elle a rencontré sur une petite route de campagne anglaise et ça fait 7 jours qu'ils se côtoient et c'est un vrai idylle. Jusqu'à ce qu'il lui annonce qu'il doit s'absenter pour un voyage qu'il avait prévu depuis longtemps
Sarah, elle est pas du tout inquiète, elle le laisse partir. Mais ce qui est bizarre, c'est que le temps passe et Eddie, bah, il revient pas. Donc il la laisse sans nouvelles, il la ghost littéralement, il répond plus à ses messages, aucun signe de vie. Et donc elle va tout simplement, mener sa petite enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle s'est fait ghoster. Est-ce que c'est qu'en fait depuis le début il avait aucun sentiment, il s'est joué d'elle, ou est-ce que c'est autre chose, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, etc. Je pense que c'est un roman quand même assez léger. Donc on va pas partir dans un truc vraiment hyper haletant, en mode enquête. Ça va être un roman assez léger, mais plus sur une histoire d'amour tout simplement. Donc, mais j'en ai entendu quand même pas mal de bien, j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Nouveau roman de Lisa Garner. Alors j'ai pris 2 Lisa Garner hors promo. Alors il m'en reste 2 dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu, qui sont À même la peau et La fille cachée. J'en ai déjà lu 3 d'elles. J'ai lu Sauver sa peau, qui était celui que j'ai le moins aimé clairement des 3 que j'ai lus, qui était sympa mais pas extraordinaire non plus. Je vous en avais parlé sur Instagram, vous pouvez retrouver une story à la une sur mon compte Instagram lilou-studilo. J'avais lu aussi Le Sceau de l'ange et là par contre je l'ai adoré. Et j'ai lu aussi La maison d'à côté, qui était mon premier Lisa Garner, et c'est clairement ce qui m'a fait plonger dans cet univers là de cette autrice, parce que gros coup de cœur. Vraiment très gros coup de cœur, je m'en souviens comme si c'était hier de cette lecture là, j'ai adoré ma lecture. Et là j'en ai trouvé 2 autres donc de cette autrice qui sont juste derrière moi. Le voici, l'état du roman, c'est-à-dire qu'il est en meilleur état que mes livres neufs quoi. Il est juste impeccable. Par contre j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir qu'il faisait partie d'une saga, parce que Lisa Garner a des sagas. Et en fait celui-là c'est un tome 8. C'est la saga FBI Profiler et je n'ai pas commencé cette saga, voilà, donc il va y avoir un petit peu de lecture avant, sachant que le tome 1 c'est Jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai eu un doute parce que je viens de lire un livre de Karine Gable qui est Jusqu'à ce que la mort nous unisse, qui était incroyable d'ailleurs, vraiment incroyable. Je vous en parle dans mon prochain vlog ou dernier vlog, je sais pas s'il est déjà sorti à cette heure là, mais il était juste trop bien. C'est un policier qui est noté 16/20 sur Livre Addict, il fait 570 pages. De toute façon les livres de Lisa Garner c'est toujours à peu près le même format. Il est sorti en 2019 et j'en ai pris un second qui est Famille parfaite et qui est aussi un tome, mais cette fois-ci c'est un tome 2, donc bon, un petit peu plus abordable. Il est noté 15,4 sur Livre Addict, il est sorti en 2015 et le tome 1 c'est Preuve d'amour. Donc ça c'est une autre saga de Lisa Garner, c'est pas la même, c'est la saga Tessa Leoni qui est une de ces enquêtrices qu'on retrouve très souvent dans ses romans. Il fait 570 pages, donc classique chez Lisa Garner. Nouveau roman dont j'adore la couverture, c'est un grand format cette fois-ci, mais j'ai craqué vraiment sur la couverture. C'est une autrice française que je connais pas du tout, c'est Véronique Olmy. Je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve trop belle, je sais pas pourquoi. Les évasions particulières. Mais j'ai vu que c'était une autrice française qui avait écrit plus de 26 livres. Celui-là il est sorti en 2020, c'est un contemporain aussi et il est noté 15,1 sur Livre Addict. Il fait 510 pages. On est avec 3 sœurs qui sont nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Bon point, livre français. On a Sabine, l'aînée, qui rêve d'une vie d'artiste à Paris. On a Hélène, la cadette, qui grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-sur-Seine, et ses parents des gens simples. Et on a Mariette, la benjamine, qui apprend les secrets et les silences d'un monde éblouissant et cruel. On est en 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent, tandis que les hommes perdent leurs repères. Les 3 sœurs vont, chacune à leur façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou de la religion de l'enfance. Cette saga familiale qui nous entraîne de l'après-mai 68 à la grande nuit du 10 mai 1981 est tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle que la chronique d'une époque où les consciences s'éveillent au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir. Elle est magnifique cette phrase, je la trouve sublime, vraiment. Mais écoutez, j'aime bien le côté historique un petit peu. Alors historique, c'est une période que j'ai jamais lue dans des romans, les années 70-80 en France en plus. On continue avec un livre qui est noté, j'étais choquée là, 17,1 sur Livre Addict. J'ai rarement vu des aussi bonnes notes, donc je regrette pas de l'avoir pris. Par contre c'est un tome 3, j'ai un peu le seum, mais c'est La maison sur l'océan de Béatrice William. Pareil, il est en très très bon état. C'est un roman historique qui est sorti en 2018 et qui est un tome 3. Donc le tome 1 c'est La vie secrète de Vidé Grant, que je ne connais pas du tout mais je vais essayer de me le procurer du coup parce que je veux lire avant les 2 premiers tomes. Il fait 530 pages, après
Après je sais pas s'il écrit gros, non pas tant que ça. À l'automne 1966, l'intrépide Pepper Schuyler est dans les ennuis jusqu'au cou. Non seulement la belle est enceinte de son ex-patron, politicien influent qui la pourchasse à travers le pays, mais elle se retrouve seule et sans ressources. Son unique bien, une Mercedes de collection, qu'elle vient de vendre pour une coquette somme à une mystérieuse acquéreuse, Annabelle Domerich. Il faut dire que cette célèbre violoncelliste française attache une valeur sentimentale particulière à la Mercedes. Et elle connaît l'histoire de cette voiture, de sa course éperdue à travers l'Allemagne nazie jusqu'à ce qu'on est arrivé en Amérique, et le destin des deux amants en fuite qu'elle abritait. Alors qu'Annabelle décide de prendre Pepper sous son aile et lui offre un refuge sur une plage déserte de Floride, les deux femmes se livrent peu à peu leurs secrets. Ah, c'est une femme en plus, oh, c'est trop bien. Ensemble parviendront-elles à affronter les zones d'ombre de leur passé. Mais en fait, tout m'a donné envie. Et notamment la partie histoire à travers le véhicule du coup. On va changer un petit peu de format parce que là on va être sur un petit roman, ce qui est rare avec moi, qui est sorti récemment et qui fait 280 pages. Là, on bat les records de petits romans pour moi. C'est un roman contemporain, encore une fois, regardez comment il est tout petit. Sorti en 2019, il est noté 14 sur Livre Addict. Et apparemment c'est un roman qui serait inspiré de faits réels. L'intrigue se déroule au Mexique, donc déjà ça j'adore. Vous savez, l'Amérique latine, moi j'aime trop et je lis rarement des choses qui se déroulent là-bas, donc là c'est l'occasion. Et c'est une autrice mexicaine qui plus est, donc j'ai même pas lu le titre mais c'est La saison des ouragans de Fernanda Melchior. Et on est donc aux abords d'un village qui s'appelle La Matosa, qui est un village où un groupe d'enfants découvre le corps sans vie d'une personne qu'ils appellent la sorcière. À la fois aimante, conseillère et guérisseuse, elle accueillait les hommes à la recherche de plaisir et les femmes en quête de liberté. À rebours du fil des événements apparaissent trois coupables présumés. Louis Smith, dont la petite amie avait été admise à l'hôpital en raison d'importants saignements après sa visite chez la sorcière, Munra, qui était au volant du camion ayant transporté le cadavre le jour du meurtre, et Brando, dont la misogynie et l'homophobie semblent n'avoir aucune limite. Autant de perspectives qui racontent la misère, la drogue et la violence, en ce mois de mai où l'étouffante chaleur annonce une saison des ouragans féroces. J'adore. J'ai jamais lu d'histoire un petit peu qui mêle comme ça policier, thriller et un petit peu ésotérisme avec une sorcière. Je sais pas dans quoi on va nous emmener, mais j'ai hâte de découvrir ça. On part sur toute autre chose avec un très grand format cette fois-ci. Et c'est un premier tome d'une saga, donc là j'ai eu de la chance en le prenant. Un roman de Pauline Delpech qui s'intitule Sous la neige noire. Je sais pas ce que vous en pensez de la couverture, je sais pas si j'aime ou pas, je crois que j'aime pas. Il est sorti en 2007. C'est une autrice française que je connais pas du tout, Pauline Delpech, j'ai jamais lu. Et celui-là c'est un roman policier qui est pas très bien noté, je vous avoue, sur Livre Addict, noté 12,7 sur 20. Pourquoi le commissaire Barnabé échappe-t-il à une tentative de meurtre le soir même de son arrivée dans les Alpes? Pourquoi au fil des jours, ces assassinats terrifiants, cette jeune institutrice vidée de ses entrailles, ces restes humains sous la neige d'une tempête estivale? Quel est ce tueur démoniaque qui semble, même à Paris, s'attacher au pas de l'enquêteur? Écoutez, why not? Ensuite j'ai repris, fidèle à mes habitudes qui n'ont aucun sens encore une fois, j'ai repris un Mary Gaines Clark. Je sais pas pourquoi je m'acharne, enfin il y en avait 15 000 au Easy Cash, j'en ai pris qu'un seul qui était dans la boîte des 1 €, donc bon, voilà pourquoi je l'ai pris, sinon je l'aurais pas pris je pense. Mais chaque fois que je vois un Mary Gaines Clark, j'en prends un, alors que pour l'instant j'ai jamais eu de bonne surprise avec cette autrice, donc je sais pas pourquoi je m'acharne, mais bon, bref. Pareil, je sais pas si j'aime la couverture ou pas. Il est noté 15,6, donc c'est plutôt une bonne note par contre. Il est sorti en 2014, et par contre c'est un tome 2. Donc il y a un tome 1 avant qui est Le bleu de tes yeux. C'est une saga qu'elle a appelée la saga Suspicion. Ah, c'est spécial la mise en page, regardez. Dans les romans policiers, ça arrive jamais ça. Alors, je vous lis, le résumé m'a donné trop envie, c'est pour ça aussi que j'ai craqué. Une ravissante étudiante, un petit ami suspect, un célèbre réalisateur de Hollywood, des millionnaires, des stars du showbiz et un meurtre jamais élucidé. Quel meilleur scénario pour Suspicion, célèbre série de télé-réalité, qui reconstitue des cold cases avec la participation des proches de la victime. Encouragée par l'énorme succès de son émission pilote, la productrice Laurie Moran a choisi de s'attaquer à l'affaire Cendrillon. L'assassinat de Suzanne Dempsey, une étudiante retrouvée près d'une somptueuse villa de Hollywood, étrangement chaussée d'un seul escarpin. L'émission pourrait bien faire exploser l'audimat, en braquant les projecteurs sur un coupable plus dangereux qu'on ne le pense. Voilà, j'adore ce côté télé-réalité, j'adore lire des romans comme ça, je trouve que c'est pas si courant que ça,
mais à chaque fois je suis hyper hypée par ce genre d'intrigue là, je sais pas pourquoi. Nouveau roman de Carol O'Connell, Les larmes de l'ange. Je déteste la couverture, franchement elle est trop moche. 1999, date un petit peu. Il est noté 17,5 sur 20 sur Livre Addict. C'est un tome 4 par contre, donc ça je suis un petit peu dégoûtée, je savais pas forcément, mais c'est la saga Kathleen Malroy. Et le tome 1 c'est Meurtre à Gramercy Park. C'est un policier qui se déroule au Mississippi et qui fait 435 pages. Et on est avec Cathy, la fille de Cass Shelley, qui est morte 17 ans plus tôt, lapidée par une foule haineuse. Elle revient au Mississippi, cette fille, donc Cathy, et dès son arrivée, les langues vont se délier. On l'a tout de suite reconnue parce que c'est le portrait craché de sa mère. Mais ce que les gens ne savent pas et qu'ils apprendront à leurs dépens, c'est que l'ancienne petite fille Gracile est à présent l'inspecteur Mallory et qu'elle est prête à tout pour démasquer les coupables et leur faire payer ce crime atroce, car elle doit se libérer de ce passé tragique qui la hante. Je trouvais le résumé hyper intéressant et je pense que pour le coup, en soi, c'est quand même... J'ai l'impression que le personnage de Cathy là est quand même au milieu de l'intrigue, c'est quand même le cœur de l'intrigue, donc... Si c'est la saga Kathleen Malroy, j'ai peur que... je pense que c'est une saga qu'il faut vraiment lire dans l'ordre quoi. Livre suivant, Au bout de la peur. Pareil, j'aime pas du tout la couverture. Voilà, de Coët Zan. J'ai vu la couverture pocket encore une fois, elle est vraiment beaucoup plus jolie. Il est noté 15,4 sur 20 sur Livre Addict. Il fait 400 pages. Je suis en train de galérer avec mon post-it, c'est pour ça que je regarde en bas. Après il est écrit assez gros. Et il est sorti en 2014. Là on est sur un vrai thriller policier. C'est une autrice états-unienne que je ne connais pas du tout. On est avec Sarah qui a passé 3 ans enchaînée dans une cave avec 3 autres jeunes filles. Et aujourd'hui, elle apprend que son ravisseur risque de sortir de prison. Sarah et Jennifer se font kidnapper par un inconnu. Elles resteront prisonnières avec 2 autres captifs pendant 3 ans. Une décennie plus tard, Sarah ne s'est pas remise de son épreuve, tu m'étonnes. Jennifer n'a pas survécu, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Quant aux 2 autres victimes, elles haïssent Sarah. Que s'est-il passé dans cette maison de l'enfer et comment ont-elles réussi à s'échapper ? Alors que leur geôlier risque d'être libéré, Sarah reçoit une lettre de lui. À l'intérieur, un indice pouvant la mener jusqu'à la dépouille de son ami. Pour Sarah commence une enquête qui l'amènera au bout de la peur. Ça a l'air trop bien, je me suis auto-éplat. Nouveau roman. En fait j'ai craqué sur la couverture. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvée trop belle. La ferme du bout du monde. Regardez comment elle est belle la couverture. De Sarah Vaughan. Celui-là c'est aussi un contemporain, donc assez léger. Pareil, ça va faire du bien entre 2 lectures un petit peu sombres. Qui est sorti assez récemment parce qu'il est sorti en 2018. Il est noté 15,5 sur Livre Addict. Et c'est une autrice anglaise qui a publié 5 romans. Celui-là il fait 440 pages. À chaque début de roman il y a la date. Donc peut-être qu'il y a des, du coup des allées venues, passé, présent. J'ai l'impression que oui. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, j'adore les sauts passé présent. Ici, on est en Cornouailles. J'ai déjà lu un roman qui se déroulait en Cornouailles que j'avais beaucoup aimé, je crois, de Michel Bussy, il me semble. Donc du coup, ça m'a tout de suite fait tilt. Dans une ferme isolée au sommet d'une falaise. Battue par les vents de la lande et les embruns, ces murs abritent depuis 3 générations une famille et ses secrets. 1939, Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la guerre jusqu'à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Été 2014, la jeune Lucie, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle va y découvrir. 2 étés séparés par un drame inavouable, peut-on tout réparer 70 ans plus tard? Ensuite, un roman, j'ai adoré la couverture aussi, qui est en état quasiment neuf aussi, mais c'est un tome 9, donc je suis un petit peu dégoûtée, je savais pas bien évidemment. Je le trouve magnifique et vraiment neuf pour le coup. Il fait 650 pages, c'est un gros format poche on va dire. C'est Les Oubliés du printemps de Nell Neuhaus, je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. Il faisait partie de l'offre des 1 €. Il est sorti en 2020, c'est un policier. Il est noté 16 sur 20 sur Livre Addict et c'est une autrice allemande. Celui-là, donc c'est la saga Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff. Et donc on est avec la policière Pia Sander qui est missionnée pour enquêter sur la mort du vieux Théodore. Elle est loin de s'imaginer l'ampleur que va prendre l'affaire. En effet, de nombreux ossements humains sont retrouvés sur la propriété du vieil homme. Quand les victimes sont enfin identifiées,
Un élément se révèle plus que troublant, toutes sont des femmes. Et toutes ont disparu le jour de la fête des mères. Pia et son supérieur font-ils face à un tueur en série? Une nouvelle enquête passionnante et particulièrement émouvante pour Pia, dont la rigueur sera mise à l'épreuve quand son cercle intime se verra touché par le mystérieux tueur de femmes. Oh, il y a aussi des trucs passés présents. Ça a l'air trop bien. Nouvelle belle couverture. Regardez ça. Le passé devant soi de Karine Estrade. C'est un roman contemporain, encore une fois, qui est noté 16 sur 20 sur Livre Addict, qui est sorti en 2019, qui fait 380 pages, et c'est une autrice française, et c'est son premier roman. Il est écrit assez gros, donc je pense qu'il se lit assez rapidement. Et ici, on est avec Louise Lambert, qui est tout juste séparée de son mari, qui vit dans une maison, dans une banlieue assez chic, avec ses 2 enfants et sa mère. Mais la parade d'autrefois a laissé place à la désolation, jardin à l'abandon, demeure délabrée. Il est temps d'agir. Donc Louise va embaucher Thomas comme homme à tout faire. À la fois babysitter, cuisinier et réparateur, celui-ci se fait jour après jour une place auprès d'elle et de sa famille. La jeune femme en plein divorce reprend goût à la vie, même si Thomas reste très mystérieux sur un passé qui semble douloureux. Ce n'est pas par hasard si le jeune homme a choisi de se rapprocher de la famille Lambert. Quel terrible secret les unit? Thomas aura-t-il le courage de le révéler et de s'offrir ainsi une deuxième chance? Je pense que ça, encore une fois, c'est un roman qui va mêler un petit peu de suspense, une petite enquête gentille, avec surtout des personnages attachants. Une histoire de vie, encore une fois. Ensuite, Le jour du chien noir, qui est un policier d'une autrice coréenne, qui vient donc de Corée du Sud, qui s'appelle Song Si-woo. Il est sorti en 2020. J'aime bien la couverture, elle est assez jolie, je trouve. Derrière, par contre, j'aime pas du tout. Et il n'y a aucun résumé derrière. Il est noté 15,3 sur Livre Addict. Il fait 300 pages, c'est un policier thriller et c'est encore une fois un primo-roman. Il est assez aéré. Les chapitres ont l'air courts en plus. 2 voisins se croisent dans la cage d'escalier, leurs épaules se frôlent, l'un en prend ombrage et interpelle l'autre, qui devient fou de colère et le tue. Un avocat stagiaire... Mais c'est pas possible. Pourquoi tout me ramène à mon métier? Un avocat stagiaire est chargé de chercher des éléments pour nourrir sa défense. C'est l'été, une femme est retrouvée morte dans la montagne, elle porte une tenue d'hiver de randonnée. Un inspecteur est chargé de l'enquête et il découvre que cette femme appartenait à un groupe de parole animé par un homme qui lutte contre les antidépresseurs et crie au complot pharmaceutique. Peu à peu, les 2 enquêtes convergent et les soupçons autour du groupe de parole se font plus précis. Ah, ça a l'air trop bien. J'ai jamais lu de roman de ce style-là. Pour le coup, c'est assez original, je trouve. Laissez-vous happer par ce polar social à la construction atypique. Ça commence par un meurtre dans un escalier et le cadavre d'une randonneuse dans la forêt. 2 enquêtes parallèles nous mènent à la douleur de l'âme humaine. Une enquête passionnante et enrichissante. Lecture passionnante, esprit machiavélique et manipulation psychologique sont au cœur de ce roman, qui met en lumière le sujet de la dépression dans un pays où le taux de suicide est parmi les plus élevés au monde. Ensuite, un fameux roman qui cette fois-ci, je pense vous le connaissez parce qu'il est super connu, une saga qui a fait vraiment beaucoup de bruit et que j'ai prise cette fois-ci hors promo, qui est le premier tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, que je veux depuis longtemps. Mais donc c'est une autrice française, c'est un roman contemporain, un peu historique, un peu histoire de vie, familiale et tout, et il y a 8 tomes, il fait 650 pages, donc c'est quand même un bon roman. Il est sorti en 2015 et en fait de ce que j'ai compris on y suit 7 sœurs et en fait chaque roman raconte l'histoire de chaque sœur. Là on va commencer avec la première sœur qui s'appelle Maya. À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des 4 coins du monde et adoptées lorsqu'elles étaient bébés, Maya et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Ça a l'air trop bien. Et je l'ai payé 5 €, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est le plus cher que j'ai acheté sans aucun doute. Ensuite, j'ai acheté La Séparation de Dina Jefferies, qui est un roman qui faisait partie de l'offre des 1 €, encore une fois, et qui est un grand format aussi en très bon état, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait 550 pages. Ouais, il est écrit quand même vraiment gros, donc je pense que ça se lit bien. Il est sorti en 2014 et apparemment c'est un drame historique. Dina Jefferies, c'est une autrice du Royaume-Uni. Il se passe en Malaisie, c'est ça aussi qui m'a beaucoup attirée. Donc on est en 1953 en Malaisie, où une mère est brutalement séparée de ses 2 petites filles par son mari.
Quand Lydia rentre chez elle après plusieurs semaines passées au chevet d'une amie malade, elle trouve sa maison vide, son mari et ses filles disparus et aucun mot d'explication. Lydia apprend alors que son mari Alec a été envoyé en mission dans le nord du pays. Elle décide de rejoindre sa famille coûte que coûte, mais comment parviendra-t-elle à traverser seule un pays en pleine rébellion? Au même moment, Alec embarque avec Emma, 11 ans, et Fleur, 8 ans, à bord d'un paquebot, destination l'Angleterre. Pourquoi le mari de Lydia a-t-il ourdi un tel mensonge? Tandis que les deux fillettes se demandent si leur mère les a abandonnées, celle-ci est sur le point de subir un terrible choc. Je trouvais que ça avait l'air très intriguant et très... ça change un peu. Ensuite, j'ai pris un roman que j'ai trouvé magnifique. Vraiment coup de cœur sur la couverture. Regardez comment elle est belle la couverture. Par contre, c'est en tome 2. Voilà, j'ai découvert après. C'est un Marc Lévy. J'en ai déjà lu quelques-uns des Marc Lévy. Il n'y en a aucun qui m'a vraiment marqué, mais à chaque fois c'était lecture sympa. Sachant que le tome 1 c'est Le Premier Jour. Je ne l'ai pas du tout mais il faudrait que je le trouve. Vraiment c'est un roman un peu aventure, drame, qui est sorti en 2009 et qui fait 480 pages. Il est une légende qui raconte que l'enfant dans le ventre de sa mère connaît tout du mystère de la création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt posé qui efface à jamais la mémoire de l'enfant laisse une marque. Cette marque, nous l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis née, le messager a oublié de me rendre visite et je me souviens de tout. Des hauts plateaux éthiopiens aux étendues glacées du nord de l'Oural, Marc Lévy conclut avec ce roman la fantastique épopée commencée avec Le Premier Jour. Ensuite, un roman de Guillaume Musso. Vous commencez à me connaître, je ne peux pas m'en empêcher alors que j'aime aucun de ses romans, je continue d'en acheter, je comprends pas pourquoi. Il faisait partie de l'offre des 1 € et j'avoue qu'au début je l'avais pas pris et quand il m'en manquait plus que 3 pour faire l'offre, je me suis dit bon... Écoutez, par contre il est énormissime. On en parle de ce roman, genre il est énorme. La fille de papier, c'est un contemporain. La couverture pocket est bien plus belle. 370 pages, qui est sorti en 2010. Par contre il est bien noté sur Livre Addict, il est noté 16,3. Ah c'est trop bien ça par contre. Il y a des petits trucs de texto et tout. Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible. Et pourtant, ensemble, Tom et Billy vont vivre une expérience extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel. J'adore les histoires avec des écrivains dedans. Après, le côté fantastique me fait un peu peur. Ensuite, j'ai trouvé ce petit roman. La couverture est hyper spéciale, je trouve, c'est rare, on dirait un peu un guide touristique. L'honneur des Boris de Florence Roche. C'est un roman un peu de terroir et par contre sur Livre Addict il était noté 18. C'est la première fois de ma vie que je vois ça par contre, 18, j'étais choquée. Donc j'ai bien fait de le prendre, il est sorti en 2010, cette autrice là j'en ai jamais entendu parler mais apparemment elle a écrit 21 livres quand même et il fait 400 pages quand même. Hein. Et ici on est dans une ferme, la ferme des Boris qui n'attire plus guère la main d'œuvre depuis que le chef de famille Paul a été condamné au bagne à perpétuité pour le meurtre de sa propre fille. Quand Yvon arrive pour se faire embaucher, il est donc accueilli à bras ouverts. Mais l'homme n'est pas un journalier ordinaire, il a été surveillant-chef de Paul Boris durant sa détention, et persuadé de son innocence, il est bien décidé à laver l'honneur du bagnard. Cependant, si Paul n'a rien fait, qui est le coupable du meurtre de la jeune Paulette? Ça a l'air hyper intriguant. Attaquons maintenant le monument de cette vidéo parce que c'est un roman que je cherche depuis des mois. Et là j'arrive à Easy Cash et je le vois. Autant vous dire qu'en plus il est à 3 €. Vraiment, mais je suis trop contente parce que je le cherche depuis si longtemps. C'est un tome 2 et le tome 1 c'est le manuscrit. Le manuscrit inachevé. Le tome 2 il était 2 fois que j'ai acheté en brocante parce que vraiment c'est juste un chef-d'œuvre. Tout simplement c'est un chef-d'œuvre. Je n'ai jamais lu de roman aussi bon que le manuscrit inachevé de toute ma vie. Donc si vous cherchez un roman policier juste incroyable, voilà. Mais du coup vous doutez bien que j'ai des attentes assez élevées s'agissant du tome 2. Donc là j'ai trop hâte de lire. On est avec Julie, 17 ans, enfin on n'est pas avec elle parce qu'elle a disparu, mais Julie, 17 ans, a disparu en 2008 en ne laissant comme trace que son vélo posé contre un arbre. Attention par contre, je ne l'ai pas précisé, Fantilly c'est souvent assez gore, donc âme sensible s'abstenir. Le drame agite Sagace, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato.
Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée, jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de consulter dans la chambre 29, au 2e étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre. Dehors, il pleut des oiseaux morts, et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception, où il apprend qu'on est en réalité en 2020, et que ça fait plus de 12 ans que sa fille a disparu. What? Je vous avoue que j'ai même pas lu la 4ème de couve. Dès que je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte depuis le temps que je le cherche. Je suis trop contente. J'en profite pour vous montrer un petit peu de Franck Tillier. J'ai lu aussi son dernier roman, Norforville. Celui-là, que j'ai acheté en neuf. Franchement, ça vaut pas le coup. En plus, il est pas incroyable. Pour un Franck Tillier, c'est clairement le moins bon que j'ai lu de Franck Tillier. Aucun doute là-dessus. J'ai lu aussi Puzzle. Qui, celui-là, est très bien, qui se passe dans un asile. Et j'ai lu aussi 2 romans qui sont dans la même intégrale là, mais en réalité ce sont 2 romans, 2 tomes, tome 1 et tome 2 de cette saga-là, Train d'enfer pour Ange Rouge, et ensuite Deuil de miel. Les 2 sont incroyables, vraiment ils sont trop bien, vous pouvez foncer les yeux fermés. Par contre, encore une fois, âme sensible ça tenir, mais je m'en souviens super bien et c'était trop bien. J'ai La Forêt des Ombres que j'ai pas encore lu, j'ai aussi Rêver, que je n'ai pas encore lu. J'ai aussi La Chambre des Morts qui est le tome 3 de ça, que je n'ai pas encore lu non plus. Et j'ai Atomka qui m'attend aussi, mais celui-là c'est un tome, je sais plus, 6 ou 7, enfin c'est pas pour maintenant quoi. Et ensuite j'ai trouvé un Patricia MacDonald, et franchement je crois que j'en ai déjà lu de Patricia MacDonald, mais je confonds tout le temps cette autrice avec une autre, donc j'ai toujours un doute. J'ai lu Dernier Refuge et j'ai lu, qui était incroyable, une histoire un peu de violence conjugale avec une intrigue juste géniale. Vraiment, je vous le conseille à 1000%. Et Origine Suspecte, je lui ai mis 8, j'avais adoré. Et l'autre, je lui avais mis 8 aussi. Écoutez, voilà, pour l'instant, j'ai eu que des excellentes surprises de Patricia MacDonald. Donc dès que je l'ai vu, en plus il était dans la pile des 1 €. J'ai même pas regardé le résumé derrière, j'ai foncé dessus. Celui-là, c'est un one-shot, donc tant mieux, qui est sorti en 2004, c'est un thriller. Et il fait 327 pages. Et il a été noté 14,5, il est écrit assez gros, il est assez aéré. Et on est dans le New Jersey, une petite ville paisible du New Jersey qui s'appelle Hoffman, avec une communauté assez bourgeoise. Et un beau jour, on va apprendre que le très estimé et séduisant docteur Avery avait poignardé sa femme. Et là, c'est la stupeur évidemment. Il est rejeté par ses 2 fils, il ne trouve de soutien qu'auprès de Nina, sa fille de 16 ans, qui elle est convaincue de son innocence. 15 ans plus tard, libéré sur parole et décidé à retrouver le coupable, il revient à Hoffman. Mais la ville est-elle prête à l'accueillir et à lui pardonner? Armée de ses seules certitudes, Nina n'a d'autre choix pour aider son père que d'explorer un passé familial douloureux. Tandis que la jeune femme s'approche de la vérité, les secrets du voisinage se dévoilent un à un et la mort frappe à nouveau. Ça a l'air incroyable, et comme je connais les 2 autres romans que j'ai tous les 2 adorés, je m'attends que à du très bon de Patricia MacDonald, donc je pense que ça va faire partie de mes prochaines lectures. Et enfin, dernier roman d'un auteur que j'ai déjà dans ma pile à lire mais que je n'ai encore jamais lu, c'est R.J. et Laurie, et celui-là il est quand même balèze, honnêtement, il est assez lourd. Il s'appelle donc Les Assassins. C'est un livre qui est sorti en 2015, c'est un one-shot, très bonne surprise ça. Noté 16,4 sur Livre Addict, c'est un thriller, et on est sur un auteur anglais qui faisait partie aussi d'ailleurs ce livre-là de l'offre des 1 €. Hein. Je vous lis le résumé parce qu'il m'a vraiment beaucoup donné envie. Sur 18 000 meurtres par an aux États-Unis, seulement 200 sont le fait de tueurs en série. Aussi, les forces de police ne privilégient-elles que rarement la piste du serial killer. Lorsque 4 homicides sont commis en 15 jours à New York, selon des modes opératoires complètement différents, personne ne pense à faire un lien entre eux. Personne sauf John Castello, documentaliste au City Herald et véritable encyclopédie vivante des serial killers. Celui-ci découvre en effet qu'ils ont été commis à la date anniversaire d'un meurtre passé, œuvre chaque fois d'un tueur en série célèbre selon une procédure rigoureusement identique. Y aurait-il dans la ville un serial killer qui s'inspire de ses prédécesseurs pour leur rendre un funèbre hommage?
Bouleversant tous les clichés de rigueur, R.J. et Laurie transfigurent ici totalement le roman de serial killer en lui apportant un souffle nouveau, comme seuls les très grands écrivains savent le faire. Avec cette évocation des plus grandes figures des tueurs qui ont marqué les États-Unis, de Ted Bundy au fameux Zodiac, il poursuit ainsi son exploration du mal américain, interrogeant cette fois notre fascination pour les monstres. Ça a l'air hyper intriguant. Je me suis auto-hypée là. Ah, c'est hyper beau. J'adore la mise en page. C'est hyper aéré, c'est hyper gracieux je trouve. C'est trop beau. C'est chez Sonatine. Très beau travail de la maison d'édition, je trouve ça hyper beau. On en a fini avec toutes ces lectures. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. Encore une fois, n'hésitez pas parce que c'est pour ça que c'est fait aussi les romans, enfin les book hauls. C'est pour que vous me disiez si vous en avez déjà lu de ces romans-là, si vous avez déjà lu même ces auteurs-là, ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Voilà, moi si vous voulez tous mes avis lecture, toutes mes réceptions, toutes mes, voilà, tous mes retours en fait de lecture où je vous donne des conseils et tout sur ce que j'aime, ce que j'aime pas, les lectures que je fais actuellement, etc. Tous mes petits retours en fait ça se fait par vlog, donc je vous conseille d'aller voir mes vlogs lecture parce que c'est là que je vous donne vraiment tous mes avis sur les romans que je lis. Mais écoutez, je suis ravie de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très très bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura donné envie de lire, vous aura donné des idées. N'hésitez pas vraiment en commentaire, j'ai hâte de vous lire, de vous répondre, je réponds à chaque fois à tout le monde. En tout cas, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de la nature, des animaux et de vos proches. Je vous souhaite de très très belles lectures et en général beaucoup d'épanouissement. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, sûrement en vlog. À très bientôt. Bisous.